Nous sommes toujours sur les routes de la présidentielle du 21 mars 2021 ici au Congo et nous avons le grand honneur de recevoir un invité exceptionnel, Guy Brice Parfait Kolela, candidat contre Denis Sassou Nguesso dans cette élection âgé de 60 ans. Il a été investi par l'Union des démocrates humanistes, sa formation politique. Avec lui, nous allons évoquer déjà le cadre dans lequel se déroule cette élection. Beaucoup de candidats disant aujourd'hui faire confiance exclusivement au peuple congolais en disant que les conditions dès le départ n'étaient pas réunies pour aller à ce processus, pour participer à ce processus électoral. En deuxième partie, nous allons évoquer certaines plaintes qui ont été entendues jusqu'ici chez plusieurs candidats, tout en tentant de comprendre ce qui peut être fait aujourd'hui pour corriger la situation afin que l'on puisse cheminer paisiblement dans un processus qui garantisse justement paix et stabilité à son terme. Et en troisième partie, nous évoquerons bien sûr le programme de campagne du candidat. On parlera de l'absence constatée dans son programme du facteur financier qui aujourd'hui qui domine chez de nombreux candidats. Nous tenterons de comprendre ce que vous en pensez. Pour terminer, Monsieur le Président, nous allons bien sûr évoquer les relations internationales, le type de rapport que vous comptez développer avec notamment la communauté internationale si jamais vous parvenez donc à la tête de la magistrature suprême au soir du 21 mars, pourquoi pas dès le premier tour. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je suis dans l'opposition républicaine. Nous avons fait des propositions au pouvoir pour améliorer la gouvernance électorale. Il aurait fallu que nous allions à un recensement administratif spécial, à défaut d'aller à un recensement biométrique des électeurs. Parce que le fichier actuel est mauvais. Et nous l'avons souligné à la concertation de Madingo, là où nous nous étions. Mais qu'à cela ne tienne. Nous nous sommes dit que la politique, la chaise vide n'est pas bonne. Nous faisons confiance aux citoyens congolais. Parce que la loi électorale stipule que les premiers résultats sont les résultats issus des bureaux de vote, d'où partiront les premiers procès-verbaux qui seront signés contradictoirement par tous les délégués des candidats qui seront dans les bureaux de vote. Donc nous comptons sur ce principe-là. Parce que quand les résultats sortiront des bureaux de vote, ces procès-verbaux iront à la commission locale électorale, ils seront déjà falsifiés. Et quand ils quitteront la commission électorale, ils iront à la commission nationale indépendante, sera aussi falsifié. Donc, notre espoir, c'est les premiers résultats, les originaux, qui sortiront des bureaux de vote. C'est pour cela que, comme tous les autres candidats, ils ont dit qu'ils comptent sur le peuple. Oui, qu'ils aillent voter massivement, de façon à ce qu'ils soient vigilants dans les bureaux de vote, qu'ils nous sortent là avec les procès-verbaux issus des bureaux de vote. Est-ce qu'on ne va pas dire aujourd'hui que vous avez quand même baissé les bras pendant plusieurs années parce que beaucoup estiment que vous aviez le temps de faire suffisamment pression sur le pouvoir afin d'obtenir les réformes qui s'imposaient, garantissant ici un scrutin qui soit libre et transparent, garanti dès le départ? Vous savez que ce pouvoir traîne encore avec lui les vestiges du monopartisme totalitaire, du marxisme. Ils n'ont jamais été démocrates. Le Parti congolais du travail que vous voyez actuellement a géré le pays depuis 1969 comme parti unique. Et ils ont eu la peine à se défaire de ce comportement. Oui, nous avons fait des pressions. Mais quand au Parlement, ils sont majoritaires. Sur 151 élus, ils ont presque 130. Vous allez faire quelle pression? Nous avons fait ce que nous avons pu. Mais, vous savez, ils s'accrochent au pouvoir. Nous avons introduit des réformes, envoyé des réformes ministères à l'intérieur, faire des propositions à gauche et à droite. Non, rien à foutre. C'est pour cela nous disons que c'est le peuple souverain. Essayons de compter sur le peuple souverain qui, au dernier ressort, ira voter et nous aurons besoin de ces premiers résultats.
C'est sur ces premiers résultats que nous comptons. Quand on vous écoute, on comprend très clairement que tout revient maintenant au peuple et également à vos représentants dans les bureaux de vote. Certaines dispositions de la loi électorale prévoient la prise en charge notamment de ceux-ci par les pouvoirs publics. C'est faux, c'est faux. Oui, je vous écoute. Ils ne prennent en charge aucune personne, aucun délégué. La loi prévoit ça. Même financer les partis politiques. Jamais ils l'ont fait. Je vous dis que c'est un pouvoir dictatorial. Ce qui est écrit, ils ne le font pas. Les délégués doivent être supportés par les candidats. Les assesseurs, oui, c'est le pouvoir. Mais chaque candidat, il y a 5700 et quelques bureaux de vote. Nous devons supporter les 5700 délégués avec notre propre argent. Vous avez posé le problème du financement, oui. Les partis ne sont pas aidés. Les partis vivent de leurs cotisations. Et nous nous battons avec cela. Ce n'est pas le pouvoir sortant qui supporte les frais des délégués dans les bureaux de vote. Non, c'est faux. Alors, dans certains pays, face à une situation comme celle que vous présentez, les partis ont parfois mutualisé leurs moyens pour assurer justement la surveillance du vote, en se faisant parfois, en mettant en commun l'ensemble des représentants qu'ils avaient pour assurer une surveillance collégiale de l'opposition du processus électoral. Vous, comment comptez-vous justement juguler cette absence? Oui, nous allons essayer de le faire. Nous allons essayer de mettre en commun nos forces pour savoir, il y a certains bureaux de vote où je ne saurais pas si le candidat X peut assurer la viabilité des résultats là-bas. Nous allons essayer de le faire. Avant qu'on aille en campagne, nous étions en train de mettre en place un texte commun pour que nous nous regroupions dans ce sens-là. Nous n'avons pas eu le temps de le faire, mais l'intention y est. L'intention y est. On va sortir de cette première partie en évoquant concrètement les moyens que vous avez aujourd'hui qui puissent permettre aux citoyens congolais, en plus, au-delà de sa propre, enfin de son propre engagement sur lequel vous vous appuyez aujourd'hui, quels sont les moyens qui sont déployés par vous-même pour garantir justement une protection de ce vote des Congolais? Vous savez, quand on veut le changement, les moyens financiers importent peu. Le Congolais souffre tellement que nous demandons encore un sacrifice. Qu'il aille surveiller les élections, qu'il soit vigilant pour que son vote ne soit pas volé. Nous avons un minimum que nous allons assurer. Là où on pouvait donner 10 000 francs, on peut donner 2 000 francs pour essayer de le motiver. Parce que nous ne prenons pas l'argent au trésor comme le fait le parti politique au pouvoir. Donc nous comptons sur le bénévolat et la volonté du peuple pour essayer de changer les choses. Voilà. Parce qu'il s'agit de l'avenir de tes enfants. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas donné 5 000 francs pour aller surveiller les votes que tu ne peux pas le faire. Pour l'avenir de tes enfants, tu dois te lever. Même si on t'a acheté seulement du jus avec du pain, va surveiller les élections. Nous comptons sur ce peuple-là qui veut véritablement le changement. Nous allons à présent entamer la deuxième partie de cet entretien, consacrée cette fois-ci au déroulement de la campagne électorale. On a eu beaucoup d'échos de campagne, des candidats qui se plaignent d'un certain nombre de tracasseries mélangées à du zèle de la part de certaines autorités et également des forces de l'ordre qui ne permettraient pas toujours une mobilité assez facile sur l'ensemble du territoire. Mais ceci se présente comme un paradoxe, Monsieur le Président, parce que on voit, nous sommes arrivés ici, nous vous trouvons en compagnie de nombreux éléments justement des forces de défense et de sécurité qui assurent une veille de de vos équipes et une veille également de votre déploiement. Comment comprendre que l'État mette ses moyens à votre disposition et qu'on ait des plaintes de cette nature? Je vous ai déjà dit que le Parti congolais du travail, le pouvoir sortant, a encore en lui les vestiges du monopartisme totalitaire. Oui, nous voyons ce qui se passe sur le terrain. Je vous donne un exemple. J'ai déployé mes agents électoraux dans la cuvette ouest à Evo, par exemple,
Mais pour mettre mes banderoles, mes pancartes, on me demande de payer. De payer par banderole, par pancarte, 1000 francs, voire 2000 francs CFA. C'est la première fois qu'on va faire payer à un candidat le fait de déployer ces banderoles, ces pancartes. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que les administrateurs maires multiplient les obstacles, soit pour donner en retard les autorisations pour tenir un meeting. À l'époque, c'était une simple information, mais là, on nous demande parfois de payer. De payer pour faire un meeting. Il faut payer. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc, ce sont des obstacles que les administrateurs sur place multiplient pour ne pas nous permettre de faire des meetings à temps. Voilà ce qui se passe. Les plaintes des autres candidats sont justifiées, puisque j'ai subi ça moi-même. Voilà. J'étais contraint d'appeler le ministre de l'Intérieur pour... Lui-même, il ne comprenait rien. Il me dit, mais oui, c'est ce qui se passe. On doit payer pour mettre nos effigies, nos banderoles, on doit payer. Par jour, 1000 francs, 2000 francs par banderole. C'est pour la première fois que nous voyons ça. Si ça, ce n'est pas un obstacle, alors c'est grave. C'est quoi ça? Mais toujours est-il qu'on se pose la question, d'habitude, certains espaces que vous sollicitez sont des espaces marchands qui sont payés par des opérateurs qui souhaitent y faire de la publicité. Alors, pourquoi est-ce qu'en période électorale, cela devrait être différent? Non, nous, on ne sollicite pas les espaces marchands. On sollicite les espaces publics. Quand vous allez déposer votre banderole à un rond-point, c'est un espace public. Ce ne sont pas des panneaux, des publicitaires déjà reconnus. Mais un rond-point, on t'interdit de mettre parce qu'il faut payer à la municipalité. C'est aberrant. Et pour sortir de cet axe, quelles sont les dispositions que vous avez prises donc justement aujourd'hui pour reporter au moins cela au pouvoir en place et faire en sorte qu'ils comprennent que cela devrait au moins changer pour les quelques jours de campagne restants? Oh, ça ne sert à rien. J'ai déjà reporté ça plusieurs fois au pouvoir en place. À chaque fois, je les ai appelés. Ils étaient eux-mêmes emmerdés. Disons le terme, ils étaient embêtés. Que je leur fasse état du fait que je dois payer 1000 francs, 2000 francs par jour. Je me dis, c'est jamais vu. Et on m'aurait même dit que l'administrateur maire qui était à l'origine de ça aurait été suspendu. Donc vous voyez, ce sont des obstacles. Parfois on ne vous donne pas les autorisations. On vous fait traîner. Revenez demain. Donc le programme est changé, il faut aller dans une autre ville. Et revenir, on vous retarde. Mais à chaque fois, nous le disons à l'administration centrale. Qu'est-ce que vous voulez? Évoluons rapidement, Monsieur le Président, cette fois-ci en évoquant votre programme de campagne, les arguments que l'on entend de vous. Vous êtes aujourd'hui pour une libération des énergies, pour un État plus juste, avec voilà, une promotion véritable des droits de l'homme, garantissant les libertés des citoyens. Mais quand on regarde la situation économique dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui, on se demande si un programme aujourd'hui qui met le social en avant devrait être un programme qui soit viable, parce que, par exemple, pour davantage assainir les prisons, il y a un besoin effectif de financement, alors que les caisses de l'État sont vides. Alors pourquoi avoir orienté votre programme ainsi? Je suis un libéral. Je suis d'abord le vice-président du réseau libéral africain. Le réseau libéral africain, je suis le réseau libéral africain en Afrique centrale. Je suis membre de l'Internationale libérale. Donc, mon programme n'est pas beaucoup plus social qu'économique. Il est les deux. Je vous donne un exemple. Où sont partis les fonds de génération future? Les fonds de génération future, les 14 000 milliards que le Congo a engrangés ont été dilapidés, mis dans les paradis fiscaux. Je ne sais pas quel est là qui les a envoyés là-bas. Mais c'est ce régime-là. Avec mon programme de la décentralisation, je mets les provinces en compétition. Aujourd'hui, partout ailleurs, on parle des gouvernements locaux.
Oui, en Europe. Vous allez au niveau de l'Europe, vous trouverez les gouvernements locaux. C'est le cas aussi au Cameroun qui vient d'inaugurer d'ailleurs ces gouvernements locaux. Oui. C'est devenu la mode. Ici au Congo, ça fait 46 ans que nous sommes dans un centralisme démocratique, avec au cœur un clan qui pompe l'argent du Congo et qui se sucre, disons-le. C'est pour cela que moi je viens, je mets en place des grands espaces en termes de promesses pour recréer le dynamisme. C'est une économie auto-centrée, autodynamique que je vais mettre en place. Les départements vont s'effacer. Je prends le département de Brazzaville qui va s'effacer, qui va fusionner avec le département du Pôle, avec le département de la Bouenza, pour un grand ensemble économique. Quand je fais ça, j'aurai une autre architecture au Congo en 4 provinces. Que faisons-nous des richesses du Congo? 25% de la richesse de la province reste dans la province. Le reste est distribué 10% aux autres provinces. L'État n'aura qu'une portion congrue, c'est-à-dire 45% par exemple, pour s'occuper des grands travaux. C'est ça la vision que j'ai. Bon, regardez. Si aujourd'hui, je fais d'autres réformes, le Congo a 2 caisses de retraite. La caisse de retraite des fonctionnaires et la caisse de retraite, la caisse nationale, la CNSS, Sécurité sociale, pour le privé. Je fais des réformes. Je crée une caisse d'allocation familiale. Je crée une caisse unique de retraite avec 2 branches. Je crée une caisse d'assurance maladie qui n'existe pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Le Congo exporte 350 000 barils de pétrole par jour. Exporte aussi du bois. Exporte aussi du fer. Nous avons de l'or, même s'ils ne comptabilisent pas ça. À chaque mètre cube ou baril de pétrole que j'exporte, je retire $1, $1, $1. Je mets dans un fonds de génération future. Ce fonds de génération future va servir à quoi? Avec la caisse d'allocation familiale que j'ai créée, toutes les familles à revenus modestes vont s'y inscrire afin d'y bénéficier d'un livret d'épargne familiale. C'est cet argent de génération future qui leur sera versé pour ces familles modestes, pour s'occuper de l'éducation des enfants, pour s'occuper des cahiers des enfants et parfois de la santé des enfants. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc, quand vous parlez du social, c'est proportionnel. Ça a un certain niveau. Par exemple, la création des emplois. Les jeunes aujourd'hui sont à la recherche d'emploi. Le Congo n'a aucune unité de production. Depuis 46 ans. Mais le Congo ne fabrique rien. Ici, rien. Rien. Qu'est-ce que nous allons faire? Les associations de développement seront recalibrées en 2. Une branche solidarité, une branche entreprise sociale. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour créer des emplois. Les associations de développement, branche entreprise sociale, vont bénéficier d'un financement selon leurs projets. Ils vont s'inscrire à la chambre des métiers. La chambre des métiers, quand tu t'inscris à la chambre des métiers, tu es porteur d'un projet. Arrivé à la chambre de métier aura un paquet d'assurance emprunt. Si votre projet est viable, on va vous donner une assurance emprunt. Vous allez à une banque de solidarité active. Parce que les banques classiques actuellement ne financent pas si vous n'avez pas de garantie. L'assurance emprunt sera votre garantie. On vous finance votre projet, mais vous aurez un tutorat pour vous suivre jusqu'à ce que votre projet puisse éclore. Ça, c'est la création d'emplois, ce n'est pas du social. Ce n'est pas du social que nous faisons. Donc, quand je dis par exemple, les jeunes qui sont à la recherche de l'emploi, ils s'inscrivent à l'ONEMO à l'époque, mais maintenant c'est l'agence de l'emploi. Si on donne aux jeunes 45 000 francs le mois, en attendant qu'ils trouvent un emploi, c'est pas mauvais. Mais tout ça, c'est l'argent venu des fonds de génération future que nous n'allons pas planquer ailleurs. Donc, ce n'est pas que le Congo n'est plus crédible, c'est tout. Le Congo a encore des revenus. Notre problème, c'est la crédibilité auprès de bailleurs de fonds. Je vais vous donner un exemple. Le Congo est en train de lancer un emprunt obligataire au niveau de la CEAC. Vous êtes Camerounais? Parfaitement. Voilà. Le même emprunt lancé par le Cameroun est à un taux de 2,25%.
Mais le Congo, il lance 100 000, un prêt obligatoire de 100 milliards de francs CFA à un taux de 6,25%. Ça montre un problème de crédibilité. La différence de taux montre que les dirigeants congolais ne sont plus crédibles dans la sous-région. Donc, il faut refaire la crédibilité. C'est pour ça qu'il faut un changement. Une fois que nous arrivons au pouvoir, nous devons ramener la crédibilité dans la gestion de la chose publique. C'est ça. Et nous allons appliquer les 48 mesures du FMI. Jusqu'à présent, les 48 mesures ne sont pas appliquées parce que ceux qui doivent les appliquer sont même mouillés. Ils ont la main dans le cambouis. Ils ne peuvent pas s'auto-appliquer ces 48 mesures. C'est pour cela que nous venons de changer les choses, à ramener la crédibilité économique et financière afin de ramener les bailleurs de fonds et consorts pour relancer l'économie. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible, mais nous pouvons le faire. Parfaitement. Et on va à présent sortir de cet entretien en évoquant justement la toute dernière partie et le tout dernier thème qui avait été consacré, à savoir la politique internationale. Quand on vous écoute, on se demande comment est-ce que vous vous positionnez concrètement. On était en Russie et de nombreux spécialistes qui participaient au forum Afrique-Russie étaient arrivés à la conclusion que l'Afrique aujourd'hui souffrait surtout d'un manque de souveraineté et que si les États africains augmentaient leur niveau de souveraineté, cela devrait leur permettre de dégager des ressources nécessaires, indispensables à leur décollage économique. Comment vous positionnez-vous par rapport à un tel constat? C'est pour cela que je fais une décentralisation. Parce que l'État dans son entièreté est tellement corrompu qu'il ne peut pas aujourd'hui assurer la souveraineté. C'est pour cela que nous mettons comme ces micro-États la décentralisation avec une personnalité morale, juridique, une semi-autonomie administrative, économique à chaque province. Chaque province sera gérée par un gouverneur, un gouvernement provincial, un parlement provincial, avec un plan de développement provincial, et une cour de compte unique de discipline budgétaire. Donc déjà, avec cela, on va voir comment est-ce que les provinces vont s'autogérer, vont s'approprier leur souveraineté. Parce qu'au Congo, en Afrique, il ne faut plus parler en termes de souveraineté globale. Parce que ces États-là sont corrompus. Parfois, le président lui-même est corrompu. Le pays pourri, le poisson pourri par la tête. C'est pour cela que j'applique la décentralisation, telle que je la vois, avec des gouvernements locaux qui feront que puissent regagner la crédibilité, la souveraineté dans le cas de la coopération décentralisée, tout simplement. Parce que ces provinces-là seront représentées dans les différentes représentations diplomatiques du Congo à l'étranger par une haute autorité de coopération décentralisée. Comme le Japon le fait. Le Japon le fait. Les différentes provinces du Japon sont représentées dans les différentes représentations diplomatiques du Japon pour vendre les produits, le plan de développement de leur province. C'est pareil. Donc nous, à l'étape actuelle, si l'on pense encore parler de la souveraineté globale du Congo, non, il faut essayer de donner la liberté à l'autogouvernance pour que les gens se réapproprient cette souveraineté, qu'ils se mettent en compétition. C'est ça qui fera qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Vous continuez sur les routes et nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'être toujours avec nous sur les routes. Nous avons eu aujourd'hui voilà, un autre candidat qui vous a présenté, entre autres, son programme de campagne. Et bien entendu, nous allons vous retrouver très très bientôt avec un nouvel invité.